Aujourd'hui, dans toute une histoire, les crimes passionnels. Qu'ils soient victimes ou proches de l'assassin, nos invités témoignent de ces meurtres souvent imprévisibles. Jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il lui ferait du mal à elle. Il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement. Eva a tué son mari à coups de marteau pendant son sommeil. Pourquoi il a tenté de vous tuer, selon vous? Parce qu'il supportait pas que je puisse refaire ma vie avec un autre. Il n'a pas du tout parlé, je me suis retournée et il a tiré. Je suis tombée par terre et je l'ai entendu se tirer une balle dans la bouche. Il m'avait perdu moi. Mais de là à tirer sur quelqu'un, je pense que personne n'a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. Même par amour. Bonjour. Bonjour. Vous appelez? Françoise. Françoise. Vous avez une histoire à nous raconter? Non. Vous êtes venue écouter les histoires des autres? Je suis venue écouter les histoires des autres. Vous êtes déjà venu sur un plateau de télévision? Je suis venue vous voir sur un plateau pour je ne sais plus quelle émission. Ça se dispute? Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Bah là, c'est toute une histoire. Ça vous plaît? Oui, ben, je pense que ça va me plaire. Bon, bah, très bien, moi j'espère aussi. Merci madame. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans toute une histoire. Pour débuter notre émission, aujourd'hui, voici notre première histoire. L'histoire de Carole dépasse tous les scénarios de films. Carole et Pierre-Olivier s'aiment, ils sont jeunes, ils ont 20 ans, ils habitent un petit village dans les Alpes de Haute-Provence. Ils décident de vivre ensemble, ils pensent faire leur vie ensemble. Mais comme cela arrive parfois, la vie à deux ne fonctionne pas et quand Carole décide de rompre, tout bascule. Pierre-Olivier a tenté de l'assassiner. C'était tout juste il y a 1 an. Quand l'amour mène au crime, c'est l'histoire de Carole. Pierre-Olivier et moi, on a vécu une très belle histoire qui aurait dû mieux finir. Il a très mal fini. J'ai rencontré Pierre-Olivier pour mes 20 ans. C'est ma cousine qui me l'a présenté, elle le connaissait à peine, il venait d'arriver en tant que gendarme adjoint volontaire. Carole le trouvait très charmant et lui, en la voyant, elle lui a beaucoup plu. Et le lendemain, on était ensemble. C'était un coup de foudre. C'était magnifique au début, Carole était contente. Donc nous, on était contents aussi. Il n'y avait rien de spécial. On a pris un appartement ensemble. Mais ça s'est pas du tout passé comme je voulais, quoi. En fait, il tenait beaucoup à sa liberté et par moments, j'avais vraiment l'impression qu'il était célibataire, quoi. Qu'on n'était pas ensemble. Il était très distant, ce qui m'a éloignée de lui, parce que petit à petit, il m'a perdue. Donc je préférais qu'on en reste là. Il me disait qu'il pouvait rien faire sans moi, qu'il savait pas ce qu'il allait devenir. J'ai pris de la distance, moi, de mon côté. Je répondais plus au téléphone. Mais je sais qu'il appelait ma cousine régulièrement pour avoir de mes nouvelles. Pour savoir comment j'allais. Avec qui j'étais, surtout. Parce qu'il était très, très jaloux. J'avais vu sa voiture cachée dans un coin, pas loin d'ici. Il guettait tous les mouvements de Carole. Il était toujours par là. Il revenait, il était là. Je pense je lui appartenais toujours. Il ne voulait pas que je vive sans lui de toute façon. C'était où on restait ensemble ou on partait à deux. Je ne pouvais pas imaginer que ça aille jusqu'à ce drame. C'était inimaginable. Hein. Ouais, je ne pensais pas de toute façon qu'on puisse aimer au point de tuer quelqu'un. Je vous demande d'accueillir Carole qui va nous rejoindre. Bonjour mademoiselle. C'était il y a 1 an? Il y a 1 an, oui. Le 28 août. Comment ça évolue avec le temps? Depuis le temps, maintenant c'est le passé déjà, je ne regarde plus en arrière. Je reconstruis ma vie, petit à petit, avec mon nouveau petit copain. Ça c'est bien. Je regarde devant. Donc ça veut dire que sentimentalement, vous arrivez à vous tourner vers l'avenir? Physiquement, comment ça va? Physiquement, c'est difficile parce que j'ai encore des opérations, je n'ai pas fini. Et de me voir tous les jours, j'ai été mutilée au niveau du ventre, au niveau du bras, donc ça me rappelle tout le temps ce qui m'est arrivé. Où est-ce que vous avez été blessée au bras gauche là? Au bras gauche, voilà, j'ai une balle qui est rentrée ici, et sur le ventre aussi, au niveau du sein. Donc ça me ramène tout le temps à ce jour. Oui, il y a des traces quoi, que vous ne pourrez pas oublier. Il y a des traces qui ne partiront pas. Qu'est-ce qui vous a séduit chez cet homme quand vous l'avez rencontré? Ça a été le coup de foudre, bon, d'abord physique, puisqu'il me plaisait. C'était tout à fait mon style. Il était sérieux et il avait l'air très mature. Vous êtes installés assez vite ensemble? Au bout d'1 an, oui, on a pris un appartement ensemble pour que je puisse continuer mes études et lui son travail. Vous aviez décelé quelque chose de fragile, une faiblesse, quelque chose qui pourrait le faire déraper chez lui? Non, pas du tout. Il était très gentil déjà, pas du tout violent, pas du tout agressif. Par contre, il était très possessif et très jaloux. Ça se manifestait comment, ça?
Il m'a beaucoup éloignée de mes amis, parce que même il était jaloux de mes amis d'enfance. Si on sortait, si je dansais avec des amis d'un peu trop près, c'était de suite une dispute. Et, bon, vous arriviez à l'apaiser avec des mots, essayer de lui dire bah voilà, c'est de l'amitié, à ne pas confondre avec l'amour? Oui, j'arrivais à le calmer, mais ça prenait du temps, quoi. Pendant 2-3 jours, s'il faut, on ne se parlait pas. Et, bon, après, j'ai expliqué quand même que c'était de l'amitié et que je tenais à lui. Il n'y avait qu'une personne, c'était lui. Vous avez quel âge quand vous l'avez rencontré? J'avais 20 ans. François, vous l'avez tout de suite senti, ce monsieur, ou vous avez tout de suite été méfiant? Il était spécial. Des jours, il était super. Et puis, d'un coup, tout en mangeant ou n'importe, il se transfigurait. Il changeait de figure. Pendant 1 heure, s'il faut, c'était plus le même. Et quelqu'un qui monte en colère ou plutôt une absence? Oui, on comprenait qu'il avait de la colère, qu'il avait... C'était intérieur et il changeait carrément de figure. Comme s'il y avait 2 personnes à l'intérieur? Voilà. Vous avez fini par rompre parce qu'il n'y avait plus d'amour ou parce que la jalousie devenait trop envahissante? Beaucoup à cause de la jalousie, et puisqu'on avait 2 visions différentes du couple. Lui, il voulait vivre seul. Avec sa chérie? Oui, voilà. Donc moi, je voulais vivre avec lui, fonder une famille, puisque je me voyais déjà... Alors les enfants? Voilà, avoir des enfants et continuer. Et lui, il aimait beaucoup son indépendance, sa vie en brigade, avec ses amis de là-bas. Et donc on a été sur 2 voies différentes, ça m'a éloignée de lui et j'ai préféré arrêter. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de voir vos amis, mais lui avait le droit de voir ses copains, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Il voyait les miens d'amis, mais ils n'ont jamais été proches. Quand vous avez rompu, est-ce qu'il y avait dans ses réactions, ce que vous disiez votre père à l'instant, des signes qui laissaient entrevoir quelque chose de potentiellement violent? Non, pas du tout. Il est resté très calme. J'ai pris beaucoup de recul parce que je savais que pour lui c'était difficile. Il a essayé de me reconquérir. Je savais qu'il m'aimait et que ça allait être dur. Je pensais qu'il fallait mieux ne pas se voir pendant un moment pour oublier, pour passer à autre chose. Ouais, je crois que vous avez raison. Et ça, mais il n'avait pas de violence. Il prenait mes nouvelles par ma cousine, pas directement. Il ne m'appelait pas directement. On m'a dit qu'il restait autour de vous, qu'il rôdait autour de vous. Oui, souvent mes amis l'ont vu sur Colmar. Et moi, j'étais retournée vivre chez mes parents. Ils l'ont vu sur Colmar. Moi, je ne le voyais pas. Pourtant, il était bien loin. Hein. Sa caserne était bien loin de Colmar. La caserne, oui, c'était à 80 km du village. Donc, ouais, donc il n'était pas venu par hasard, quoi. Je pense pas, non. Vous l'avez vu rôder, monsieur, vous? Oui. J'ai vu sa voiture cachée à 500 mètres de chez nous, dans le creux d'un chemin, oui, un soir, oui. Vous avez été le voir? Non. Vous avez été inquiet? Inquiet, oui. Mais j'ai jamais voulu me mêler de leurs affaires. Oui. Ouais, on n'est pas très sûr quand on est parent de ce qui se passe exactement. Non, voilà. Et puis on respecte la vie sentimentale de ses enfants, c'est aussi ça. Ouais. Ouais, vous n'avez pas eu le réflexe de penser à la protéger à ce moment-là. Vous ne pensiez pas que quelque chose de grave pouvait arriver? Je ne pensais pas qu'un truc comme ça puisse arriver, c'était impensable. Pourquoi il a tenté de vous tuer, selon vous? Parce qu'il ne supportait pas que je puisse refaire ma vie avec un autre. Même si à ce moment-là, j'avais personne. Il voulait qu'on parte tous les deux. Il ne voulait pas que je sois heureuse sans lui. Il était venu me voir une fois avec un bouquet de 120 roses pour essayer de me récupérer. Il a mis un costard et tout ça. Bon, malheureusement, ça ne fait rien, quoi. Donc je l'ai repoussé en lui disant que je voulais bien qu'on reste amis, qu'on continue à se voir, qu'il continuerait sans moi. Mais pour lui, apparemment, il n'était rien, quoi. Sans moi, il n'était plus rien. Vous dites, Carole, que vous ne pensiez pas qu'on puisse aimer quelqu'un au point de vouloir le tuer. C'est vrai que ça paraît complètement inimaginable. Et voilà comment s'est déroulée cette journée très particulière. Ça fait froid dans le dos. Pour moi, le 28 août 2005, j'ai cru que c'était mon dernier jour, mais je ne voulais pas que ce soit mon dernier jour. Je n'étais jamais revenue ici encore, donc je sais que... Enfin, pour moi, tout est parti de là, donc ça fait bizarre, ouais, de revenir. C'était l'anniversaire d'un ami. Pierre-Olivier n'était pas invité. Donc tout se passait bien, on avait commencé l'anniversaire et Pierre-Olivier a appelé mon cousin. Au téléphone, sa voix était normale, n'a pas paru bizarre ni rien, quoi. Comme d'habitude, quoi. Il m'a demandé s'il pouvait passer et j'ai demandé à Carole si ça ne dérangeait pas. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et 5 minutes après, il est arrivé. Pendant le repas, on ne s'est pas parlé. Il ne me regardait pas spécialement, moi non plus, je ne faisais pas spécialement attention à lui.
À la fin du repas, il m'a suivi à ma voiture. Il voulait descendre avec moi pour récupérer des affaires à lui. J'ai dit oui de suite. Vraiment, il était comme tous les jours. On est partis chacun dans une voiture, moi j'avais la mienne. Je voulais pas rester seule avec lui, donc j'ai essayé de faire assez vite. On est rentrés dans l'appartement. Là, il n'a pas du tout parlé. Je me suis retournée, il a tiré 5 balles. Je m'en suis pris 4. Je suis restée debout. Je lui disais d'arrêter, qu'il était fou. Je suis tombée par terre et je l'ai entendu se tirer une balle dans la bouche. Il s'est écroulé à côté de moi. Et sur le coup, j'ai eu tellement mal que quand j'ai vu l'arme sur le sol, j'ai voulu abréger mes souffrances. Et finalement, j'ai pensé à ma famille, à mes amis que je voulais absolument revoir. Et j'ai eu la chance de trouver son portable par terre entre nous deux. Donc j'ai réussi à appeler les pompiers, à faire la 18. Quand je suis arrivé là-haut, il y avait déjà les pompiers. Et le chef des pompiers m'a dit qu'ils se sont flingués. J'ai entendu qu'il disait que pour lui, il n'y avait plus rien à faire. Je voulais rester consciente, je ne voulais pas m'endormir. J'avais trop peur de fermer les yeux et de ne plus me réveiller. Et je lui ai dit, Carole, tu ne quittes pas. Et elle m'a fait signe. Elle m'a fait signe des yeux que c'était bon. Le fait que lui se soit suicidé, je le comprends. J'ai lu la lettre qu'il avait sur lui. Mais de là à tirer sur quelqu'un, je pense que personne n'a le droit de vie ou de mort sur une autre personne. Même par amour. Ouais, vous avez bien raison. Évidemment que personne n'a ce droit-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Vous pensez que c'était prémédité? Oui, c'était prémédité, oui. Puisqu'il avait écrit la lettre le matin, il travaillait le matin et il est venu nous rejoindre l'après-midi. Il a passé toute l'après-midi avec nous, l'anniversaire d'un copain. Vous avez un contact? On s'est juste dit bonjour, mais après, j'y ai pas parlé, quoi. J'ai pas parlé de l'après-midi et il était tout à fait normal, quoi. Il a rigolé, il a parlé avec tout le monde, donc... Mais c'était prémédité, oui, parce que quand on est rentré dans la pièce, quand je me suis retournée, il m'a tiré dessus de suite. Il m'a pas parlé, il m'a rien dit, pas un seul mot. Vous l'avez vu en train de vous tirer dessus? Je l'ai vu, j'y ai dit d'arrêter, j'ai crié, puisqu'on a le temps entre chaque balle, on ne tombe pas la première balle, contrairement à ce qu'on peut croire. Quand on voit la télé, pas du tout. Je suis restée debout jusqu'à la 4e. À la 4e, je me suis effondrée et je l'ai vu se tirer une balle dans la tête, à côté de moi. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Aujourd'hui, vous êtes là aussi pour essayer de vous reconstruire, essayer de comprendre et puis tourner la page une fois pour toutes. On va demander à Michel Agrapard-Delmas, qui est psychocriminologue et qui s'est beaucoup intéressé au crime passionnel, d'essayer de nous aider à décrypter ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme qui avait quel âge, Carole? Il avait 21, il avait un an de plus que moi. Alors, d'abord, le crime passionnel n'existe pas en tant que tel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualification pénale qui parle de crime passionnel. Et on n'a pas de personnalité modèle qui pourrait commettre ce genre de crime. Ça, c'est bien, il faut bien le préciser. La notion même de crime passionnel est une notion sociologique. Les gens regardent de complaisance sur des crimes dits d'amour. En fait, c'est jamais un crime d'amour. Le crime passionnel est toujours le fait d'un homme profondément égoïste qui entretient avec sa victime une relation complètement fusionnelle. Et il la tue parce qu'elle le quitte. C'est-à-dire que c'est l'abandon qui va entraîner le passage à l'acte. Vous l'auriez trompé, à la limite, on peut toujours imaginer n'importe quoi, mais peut-être ne vous aurait jamais-il fait de mal. Il aurait pu pardonner. Mais c'est en fait le fait que vous le lâchiez, que vous le quittiez. Et ce sont des personnalités extrêmement narcissiques qui n'aiment qu'elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a tuée pour essayer de la garder à lui? C'est ça, il la gardait, la tuant, il la gardait définitivement morte, mais définitivement idéalisant un amour fou. Il préférait la garder morte toute sa vie que de la voir le quitter. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre vous deux. Vous avez passionnément aimé cet homme avant de voir que vous n'aviez pas les mêmes visions de la vie. Vous nous expliquerez dans un instant ce qui s'est passé quelques minutes avant qu'il vous tire dessus. On ne peut pas prévenir. Est-ce que vous auriez pu vous en apercevoir? Non. Bien sûr que non. Voici un aperçu de ce qui nous attend dans la suite de l'émission. Dans un instant, dans toute une histoire, d'autres témoignages sur les crimes passionnels. Pour moi, ça reste un geste incompréhensible et j'ai du mal à l'imaginer faire un tel acte. Quand
quand il a essayé de se suicider, sur le coup, je me suis dit, mais il va jamais s'en remettre, il n'aurait pas dû se rater. Il est vivant et elle n'est plus là. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse tuer quelqu'un parce qu'on l'aime trop. Si on l'aime, on essaie de le rendre heureux. Quand vous avez revu Pierre-Olivier ce jour-là, rien ne clochait dans son attitude par rapport à d'habitude? Non, rien du tout. Tout à fait normal. Moins souriant, bien sûr, mais bon, je l'avais quitté, ça faisait 2 semaines, 3 semaines que je l'avais quitté, donc c'était normal. Vous le surveilliez du coin de l'œil? Vous regardiez comment il prenait... Non, j'ai vraiment pas fait attention à lui, quoi. Je l'ai laissé discuter avec mes amis, je l'ai complètement ignoré, quoi, parce que je préférais... J'étais pas totalement tranquille parce que je savais qu'il avait de la peine, quoi, et j'avais pas envie de revenir sur l'histoire, en fait. J'avais pas envie d'en reparler. Quand vous vous êtes retrouvés tous les deux, les choses sont allées très vite. Quel était le but, en fait, du fait de revenir tous les deux dans votre appartement? Il voulait, soi-disant, récupérer un lecteur DVD que j'avais prêté, donc il voulait me l'acheter. Et il était donc chez ma grand-mère, puisque j'avais un appartement là-bas. Mais après, ça s'est passé très vite, où on est rentré dans la pièce. Je me souviens pas du tout s'il a fermé la porte ou pas. Je me suis retournée, il a tiré. Vous lui avez dit d'arrêter? J'ai dit, ça a changé quelque chose? Non, rien du tout. Il n'entendait pas, quoi. Je disais d'arrêter. Mais ça va très vite. Dans le reportage, vous dites que vous avez même pensé à abréger vos souffrances. Mais en fait, il y a plein de choses qui passent dans la tête très très vite, visiblement. Oui. Je me suis retrouvée allongée au sol, j'ai vu l'arme posée à côté de moi. Et j'ai vu mon bras qui était complètement déchiqueté. Je sentais même plus mon ventre, puisque la douleur faisait que je sentais même plus, quoi. Je sentais plus rien. Ça fait mal? Oui, ça fait mal, mais tellement mal qu'on finit par plus sentir la douleur. Le corps décroche, quoi. Le corps décroche complètement, quoi. Il faut vraiment envoyer son esprit ailleurs, penser à autre chose. Sinon, c'est pas possible. Vous étiez consciente ou semi-consciente? Qu'est-ce que vous diriez? J'étais consciente, complètement consciente. J'ai pris l'arme qui était au sol et quand je l'ai eue dans la main, j'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes amis que je suis très très proche. Et j'ai dit, je peux pas. Je veux encore vivre, je suis jeune et je veux profiter de la vie, quoi. J'ai rien fait encore sur Terre, donc. Mais tout ça en quelques secondes? Plein de choses à faire. Ah, ça va très vite, quoi. Mais bon, après, ça a quand même duré, au moins une demi-heure avant que les pompiers viennent. Et, Quelle présence d'esprit, quand même. Votre père a évidemment été bouleversé. Votre père est pompier également? Oui. Vous avez été prévenu combien de temps après, monsieur? J'ai entendu la sirène. J'étais au jardin, j'ai entendu la sirène. Et... Mais tout s'est bloqué. Je me rappelle, mais c'est venu d'un calme. Et je me rappelle, c'est idiot. J'ai enfilé mes godasses et j'étais prêt à partir. Et le téléphone a sonné. Et c'était bien pour elle. Mais vous le saviez, ça? Vous l'avez appris tout de suite? En arrivant devant la maison, j'ai eu affaire directement au chef des pompiers, qui est plus jeune que moi. J'ai travaillé avec lui, maintenant je suis à la retraite. Hein? Et... Venez nous raconter ça. Venez près de nous. Venez, monsieur. Venez ici. Vous serez mieux installé. Carole, venez mettre avec au milieu. Pardon. Alors, malgré le désaccord de vos collègues pompiers qui voulaient vraiment vous préserver de ça, qui ne voulaient pas que vous voyiez votre fille dans un état dans lequel elle était, voilà. Vous vous êtes battu pour la voir quand même? Non, je suis resté dehors, j'ai attendu. Et il y avait une jeune à qui je dois dire un gros merci. Une jeune fille? Pompier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qui est restée avec moi et qui m'a empêché de faire des conneries, quoi. C'est elle qui m'a empêché de continuer et qui m'a calmé. Comment vous avez vu votre fille? Combien de temps après? Une demi-heure après. Une demi-heure après, il m'a dit, bon, quand on la met dans l'ambulance, c'est bon, voilà. Et c'est là que je l'ai vue et je lui ai dit, Carole, reste avec nous. Et elle m'a fait signe des yeux. Voilà. Il ne faut pas décrocher dans ces cas-là. Il faut rester éveillé, quoi. Il ne faut pas s'endormir. Si ça arrive à quelqu'un, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais il faut tout faire pour rester conscient, quoi. Vous le saviez, ça? Non. Vous le saviez parce qu'il y a les experts à la télévision ou vous le saviez parce que votre père est pompier? Un peu parce que mon père est pompier, oui. Et non, parce que je me suis dit, si je m'endors, je ne me réveillerai pas. Je pensais que c'était mieux de rester consciente. Et, vous avez entendu ce que vous disait votre père? Vous vous en souvenez? Vaguement. Ouais, c'est quand même... Vaguement. Vous parlez de cette lettre que Pierre-Olivier a laissée. Qu'est-ce qu'il disait dans cette lettre? Il disait qu'il voulait mettre fin à ses jours, que la vie était trop dure, qu'il était stressé, trop stressé,
Il avait déjà perdu sa mère étant petit. C'était un enfant adopté. Il avait perdu sa mère et voilà, qu'il laissait tous ses biens à sa sœur. Et en bas, il marquait « Carole, tu m'as quitté, je t'aime et je ne sais pas pourquoi tu m'as quitté ». Il ne parlait pas plus de vous que ça? Non, pas du tout. Ouais, c'est un peu court. Un an après ce drame, vous avez encore des séquelles morales, des séquelles physiques. Vous tenez le coup, néanmoins, courageusement. Et malgré tout, vous remontez la pente, c'est impressionnant. Et ça force le respect de nous tous. Après ce qui m'est arrivé, le pronostic vital était réservé. J'ai eu une balle qui a touché mon bras gauche, qui m'a sectionné un nerf. J'ai le biceps qui a été arraché. J'ai gardé 7 mois le fixateur au niveau du bras. J'ai pris 2 balles dans le ventre, donc j'ai eu le côlon sectionné et l'estomac qui a été ouvert. Je suis restée à peu près 6 mois avec une poche au niveau du ventre. J'ai perdu 10 kilos. J'ai eu une paralysie de la jambe droite pendant plusieurs mois et une balle qui m'a touché le sein droit. Donc hospitalisation complète pendant 5 mois. J'ai fait 11 jours de coma, je suis restée 1 mois en réanimation. Et à ce jour, je suis encore en rééducation avec un kiné à l'extérieur 2 fois par semaine. J'ai mal constamment. C'est pas une grosse douleur, mais c'est constant. Moralement, c'est difficile parce que j'y repense tous les jours. Touchée physiquement et moralement, Carole peut compter sur le soutien de Pierre, son nouveau compagnon. Je peux dire que je suis retombée amoureuse, ce que je voulais pas. Carole, au début, était vraiment sur la défensive, normal, quoi. Elle n'est pas prête de refaire confiance à quelqu'un et petit à petit, elle voit que notre couple marche bien, quoi. On n'habite pas ensemble tous les deux, on a un appart chacun. On se voit de temps la semaine, des fois le week-end, ça dépend d'elle, quoi. Alors j'aimerais bien que Carole vienne vivre avec moi, c'est sûr, mais il faudra du temps avant qu'elle fasse le pas, quoi. Aujourd'hui, j'ai refait ma vie, ou du moins j'essaye de refaire ma vie, puisque c'est pas encore, j'y suis pas encore. Mais Pierre-Olivier, j'y penserai toujours, rien qu'en regardant les cicatrices que j'ai et qu'il m'a laissées. Je sais que je pourrais pas oublier, mais avec le temps, ça s'estompera, j'espère. Vous dites que vous pensez toujours à Pierre-Olivier. C'est-à-dire que vous pensez à lui, c'est plus fort que vous, ou vous ne voulez pas oublier ce qui s'est passé? Non, je pense à lui, c'est plus fort que moi. Surtout quand je remonte chez mes parents à Colmar, forcément, quand je vais voir mes amis, je passe devant la maison où ça a eu lieu. La maison est toujours dans l'état qui a été le 28 août il y a 1 an. Donc rien n'a été nettoyé, tout est dans l'état. Puisque les gendarmes qui ont mené l'enquête ont démonté la maison pour retrouver les balles. Et ils ont laissé tel quel. C'est à nous maintenant de faire les démarches pour nettoyer l'appartement. Les gendarmes qui sont venus connaissaient votre ex? Certains, oui. Certains le connaissaient, il avait travaillé avec eux. Après, c'était des gendarmes de Paris, donc qui n'avaient rien à voir avec. Donc j'y pense, oui, mais de moins en moins. Je pense que j'ai réussi à faire le deuil. Comment vous envisagez la vie avec un autre homme, désormais, pour ne pas nommer Pierre, ici présent? Eh bien, j'espère que ça durera déjà. Vivre avec lui, oui. Il n'y a pas de problème. Mais non, je le dis, je pense plus du tout au passé, quoi. Je vois l'avenir, je vois devant. Donc, c'est une autre histoire, ça n'a rien à voir. J'ai entièrement confiance en lui. Ça fait 5 mois que vous êtes ensemble. La confiance est venue petit à petit? Ouais. On n'y croyait pas au début, notre histoire d'amour, puis ça y est, c'est parti. Prenez ça avec beaucoup de sérénité. Visiblement, il peut vous apporter le repos de l'âme pour pouvoir encaisser tout ça et se dire que la vie mérite d'être vécue, que les hommes ne sont pas tous des monstres. Non. Vous nous raconterez juste après un autre chapitre de votre histoire, votre nouvelle histoire avec Pierre. On lui donne la parole juste après cette bande-annonce pour l'une de nos prochaines émissions. Prochainement dans Toute une histoire, l'histoire de Thierry et Audrey. Ils désirent avoir un enfant, mais Thierry est stérile. J'ai vécu un peu cette impossibilité d'avoir un enfant comme un handicap, comme un coup d'arrêt pour l'avenir. Cette souffrance de ne pas pouvoir avoir un enfant, et elle est là tous les jours, présente tous les jours. Et aussi l'histoire de Christophe, un homme infertile qui a l'impression d'avoir perdu sa virilité. J'ai disjoncté, j'avais envie de changer de vie, j'avais envie de quitter Audrey. Pendant quelques mois, j'étais plus moi-même, justement. Il y a eu un clash entre nous. Entre-temps, il a rencontré quelqu'un, il s'est dit que c'était toujours un homme, qu'il pouvait toujours séduire et prouver aux gens que même s'il pouvait pas avoir un enfant, c'était pas quelqu'un de fini, quoi. Seule solution, le don de sperme. Un donneur de sperme a accepté de nous parler anonymement.
L'enfant du don, ce n'est pas l'enfant du donneur. Je n'ai plus de droit sur ces enfants-là. Et l'histoire d'un duel pas comme les autres, les deux doyennes des Français, 112 ans chacune. Leurs petits-enfants viendront nous donner de leurs nouvelles. Elle a dû marcher jusqu'à 98 ans, époque à laquelle elle s'est cassé le col du fémur. Et elle en veut énormément au médecin qui n'a pas voulu lui faire faire de la rééducation. Elle lui souhaite la mort tous les jours. Carole vient nous raconter son histoire aujourd'hui et finir de s'en libérer, je pense. Elle est venue avec son papa, ici présent, avec Pierre, son petit ami. Est-ce que vous diriez que Carole est encore sur la défensive aujourd'hui, 5 mois après le début de votre histoire? Un peu moins. Au début, ça a été comment? Elle était beaucoup sur la défensive. Il a fallu beaucoup de douceur, j'imagine? Ouais, et faire croire, quoi. Faire au bonheur, quoi. Aujourd'hui, vous souhaitez faire la paix avec votre cœur. Et alors, chose assez étrange, pour avancer, vous avez encore besoin de régler certaines choses du passé. Oui. Étonnante et pas étonnante. Tous les psys vous diront qu'on a besoin, comme dirait l'autre, de vider un verre pour pouvoir à nouveau pouvoir le remplir. Et vous avez tenu à écrire une lettre. À qui s'adresse cette lettre? Au père de Pierre-Olivier et à sa sœur. On écoute ce message et puis vous nous expliquerez après le pourquoi de cette étonnante initiative. Monsieur, par quoi commencer lorsqu'un drame si terrible vous touche? Moi-même, je suis perdue et la tristesse que je ressens est immense. J'ai mis très longtemps avant de poser ce stylo sur une feuille blanche et oser vous écrire. J'en ai ressenti immédiatement le besoin. Ça ferait bientôt 1 an que Pierre-Olivier nous quittait de son propre chef. Chaque jour, mon corps me le rappelle. Jamais je n'oublierai, jamais je ne l'oublierai. Je pense à vous et à la peine indescriptible que vous devez ressentir. Et je tiens à vous dire que je suis de tout cœur avec vous et que je partage cette souffrance. Je sais à quel point il est important dans ces moments-là de se sentir entouré et aimé. Moi, je suis toujours là. Alors, si cela peut vous aider, n'hésitez pas à me contacter. Carole. Il vous a contacté? J'ai pas envoyé la lettre. Elle n'est pas partie encore, non. Voilà, elle est partie par la télévision maintenant. Voilà, c'est pour ça. J'espère qu'il me contactera. J'aimerais que ce soit plutôt lui qui fasse le premier pas, parce que depuis, il m'a jamais appelé, j'ai jamais eu du tout de nouvelles, quoi. Donc je sais même pas quelle version de l'histoire il a eue. Et pourtant, bon, je l'ai vu quelques fois, je m'entendais bien avec sa sœur et je le connaissais, je l'aimais bien aussi. Donc il n'a rien à voir avec... voilà, son fils a fait ça, lui, il n'a rien à voir avec tout ça. Il vous manque d'une certaine manière, Pierre-Olivier? Oui, par moments, oui, puisque disons que j'ai une mémoire très sélective et que j'ai gardé que les bons moments passés avec lui. Et j'aurais aimé que ça reste un ami. Pour moi, j'ai perdu quelqu'un de très proche. J'ai eu énormément de mal à faire le deuil. J'en veux pas et j'en ai jamais voulu de ce qu'il m'a fait. Ah bon? Non, j'en ai jamais voulu parce que j'en ai voulu du mal qu'il a fait à ma famille et à mes amis qui ont souffert. Non. Pourquoi? J'arrive pas à y en vouloir. J'en veux... J'en veux à tout ce qu'il y a autour, j'en veux énormément à la gendarmerie d'avoir fait qu'il puisse sortir une arme comme ça aussi facilement et son arme de service, j'en veux surtout au système, mais à lui, j'arrive pas à y en vouloir. Il a eu un coup de folie, bon ben, mais ça devrait pas mener là. L'amour ne devrait pas mener là. Vous comprenez ça, monsieur, vous? Que votre fille garde les bons moments et n'en veuille pas à ce type qui a tiré sur elle? Ouais. Oui, moi, tout ce que je pense, c'est avec la facilité avec laquelle il a sorti son arme. Et je voudrais savoir pourquoi ceux qui l'ont permis n'ont rien eu, quoi. C'est pour la suite, parce que si chaque fois qu'il y a un problème... et puis un si jeune homme, il devrait passer un examen médical au moins 1 fois par mois, j'estime. Parce qu'avoir accès à son arme, tranquillement, avec les autres assis à côté, prendre 2 chargeurs, ça peut arriver à tout moment. Mais un gendarme n'a pas le droit de sortir son arme de la caserne, normalement? Il était gendarme adjoint. Donc il avait un supérieur qui le surveillait. Et, cette personne-là n'a pas fait son travail. Mais la gendarmerie n'a jamais reconnu ses torts. Ils m'ont toujours dit, de toute façon, s'il voulait te tuer, il l'aurait fait autrement qu'avec une arme.
Il aurait trouvé un autre moyen. Enfin, moi, je pense, madame, je ne sais pas si vous me contredirez ou pas, que les armes facilitent le passage à l'acte. Les armes à feu, je veux dire. Hein. Tout à fait. Mais monsieur disait, ou vous, mademoiselle, qu'il faudrait faire passer une visite médicale une fois par mois. Ce genre d'individu, au niveau d'un examen psychologique ou clinique ou psychiatrique, ne montrerait aucun trouble de la personnalité. Sauf si c'était un paranoïaque révélé, malade mental, mais ce n'était apparemment pas le cas. Ce sont des personnalités sur lesquelles on ne décèle rien, simplement des troubles que chacun d'entre nous on pourrait exprimer. Donc vous n'auriez rien eu de plus sur un examen. Malheureusement, votre cas, Carole, n'est pas un cas isolé. C'est aussi pour ça que vous êtes venu nous en parler aujourd'hui. Et avant de donner la parole à Eliane, on va découvrir ce reportage et l'interview déroutante d'un homme qui a poussé son épouse en haut d'une falaise parce que, dit-il, il l'aimait trop. Comment a-t-il pu, après 20 ans de bonheur commun, tuer sa femme d'un coup de fusil parce qu'elle avait un amant? Tué par son épouse au domicile de sa maîtresse, le drame... Dans cette maison qu'il a attiré Carole, s'est enfermé dans sa chambre, lui tirant dessus. Après l'avoir tué, il a retourné l'arme contre lui. Il est actuellement hospitalisé dans un état critique. Chaque année, on dénombre plus d'1 millier d'homicides. Près d'un quart d'entre eux sont des crimes passionnels, un phénomène très largement masculin. Mon frère avait une petite amie. Ils étaient ensemble depuis environ 7 ans. Et un jour, il y a eu la rupture. Et puis un jour, il y a eu ce terrible coup de téléphone où on a appris qu'il avait tué sa petite amie. Il l'avait étranglée. Mais jamais, jamais, au grand jamais, j'aurais pensé qu'il lui ferait du mal à elle. Il l'aimait tellement. Il l'aimait tellement. De l'amour à la mort, le pas semble si vite franchi. En France, une femme meurt victime de violences conjugales tous les 4 jours, un homme tous les 16 jours. Jalousie dévorante, passion destructrice, sommes-nous tous concernés? On peut tous péter un plomb, mais la plupart d'entre nous, face à une déception amoureuse, trouvent heureusement d'autres solutions que le crime. Il faut quand même des conditions de personnalité assez particulières. Il y a d'abord des personnalités extrêmement rigides, susceptibles, jalouses, orgueilleuses, pour lesquelles la moindre blessure est absolument intolérable. Elle m'a annoncé qu'elle voulait me quitter. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu une boule rouge, j'ai eu un flash et puis je l'ai poussé dans le vide. Et puis, des sujets qui perçoivent la perte d'amour comme un effondrement qui vient les menacer dans la construction de leur personnalité. La voir partir comme ça, j'ai eu dans ma tête tous les projets qu'on avait fait en commun se sont écroulés. Le fantasme qui sous-tend de tels crimes, c'est tuer l'autre pour ne jamais se séparer, pour le garder pour l'éternité. Et pour garder cet amour à jamais, le criminel tente souvent de mettre fin à ses jours, comme pour fuir son propre désespoir et sa culpabilité. Quand il a essayé de se suicider, sur le coup, je me suis dit, mais il va jamais s'en remettre, il n'aurait pas dû se rater. Il est vivant et elle n'est plus là. Mais je rassure, entre guillemets, les familles de victimes. Il ne vit pas dans la joie, nous non plus. On pense à cette famille, j'y pense peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Au fait qu'il l'ait perdue, au fait que c'était leur seule fille. Ouais, ce sont quasiment les tragédies grecques que nous évoquons aujourd'hui, malheureusement bien réelles. Bonjour Eliane, merci de nous avoir rejoints. Que vous évoque le témoignage de cet homme, Georges, qu'on a entendu témoigner, qui disait qu'il avait tué sa femme parce qu'il l'aimait trop? Je ne peux pas concevoir qu'on puisse tuer quelqu'un parce qu'on l'aime trop. Si on l'aime, on essaie de le rendre heureux. En fait, Eliane, votre fille Audrey est décédée il y a 7 ans. Elle a été tuée par son petit ami, Marc, dont elle venait également de se séparer. Que vous inspirait ce jeune homme, globalement, à vous, la maman? Ce jeune homme était, comment dire, plutôt réservé. Il était souvent à la maison, il venait tous les jours à la maison. On avait des bons rapports familiaux. Ça se passait bien. J'aurais jamais pensé que cet homme-là aurait pu retirer la vie à ma fille. Quel âge il avait au moment des actes? 23 ans. Tout jeune encore. Hein. Oui. Et votre fille? 19 ans. Vous le connaissiez, mademoiselle? Oui. Oui. Oui, oui. Vous aviez quelle relation avec lui, Linda? Ben, pas énormément, parce qu'on avait beaucoup de mal à discuter avec lui. Il était très réservé.
Les conversations, ça s'arrêtait à bonjour et au revoir, et puis... C'est pas des conversations, ça? Non, c'est pas des conversations, effectivement. Et toujours dans son coin, très replié, ouais. Comment votre sœur vous parlait de lui? Elle n'avait pas du tout la même vision. Enfin, elle le connaissait mieux, beaucoup mieux, évidemment, puisqu'elle vivait avec lui. Et puis, elle le voyait, je veux dire, dans la vie de tous les jours, donc on a toujours quelque chose à se raconter. Moi, je le croisais au repas de famille, et il venait tout le temps chez nous, mais toujours à l'écart. C'était quelqu'un de très, très personnel. Dans son monde, un peu comme disait le papa de Carole tout à l'heure, j'ai l'impression. Ouais. Dans son monde à lui, quoi, qui n'est pas le même que nous. Pourquoi se sont-ils vus ce jour-là? Ils étaient déjà séparés, le jour où tout est arrivé? Oui. Audrey était revenue à la maison parce qu'elle m'avait confié qu'il était violent. Et moi, j'aurais jamais pensé qu'il était violent. Et quand elle m'a fait part de sa violence, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu reviennes. On est là pour te protéger, il faut que tu reviennes à la maison. Et mon mari n'était pas trop d'accord là-dessus. Et je lui ai dit, non, là, je prends la décision, il revient. Pourquoi il n'était pas d'accord? Parce qu'il le voyait vraiment très gentil. Et Audrey avait un caractère fort. Elle était plutôt dominante dans le couple. Vous pensez qu'elle avait de quoi se défendre? Voilà. En fait, c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que moi, elle m'a dit, j'en ai pas peur. Et c'est pour ça que, en fait, je me suis pas méfiée. J'ai toujours un sentiment de culpabilité vis-à-vis de ça. Non, madame, si, parce que si j'aurais dû le voir. Non, ça, on peut pas voir des choses comme celle-là. Non, mais non, alors là, faut pas. Hein. Vraiment, tout le monde vous le dit, même la madame qui est spécialiste, on peut pas voir arriver des choses comme celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Elle est partie le rencontrer? Ils avaient une conversation à avoir, quelque chose à régler? Disons que, bon, comme il y avait le petit, elle a un fils qui avait 13 mois à l'époque. Elle voulait que la séparation se fasse, disons, dans de bonnes conditions. Et que le petit voit son papa. Et elle l'a emmené à l'appartement pour qu'il voie son papa. Et donc le soir, quand elle n'est pas rentrée à 8 h, je me suis inquiétée. Je me suis dit, c'est pas possible. D'habitude, elle me prévient, elle me dit, ben voilà, elle me téléphone. J'ai un peu de retard, est-ce que tu peux garder le petit? Enfin voilà quoi. Et donc c'était son copain qui devait ramener le petit. Et je crois qu'il a téléphoné à Linda entre-temps. Donc il m'a appelé en me demandant à quelle heure est-ce que ta maman rentre, quand est-ce que je peux le ramener? Et puis ensuite, ben voilà, ça a été la course, la recherche de ma petite sœur. Non, le soir, il a ramené le petit vers 21 h. Et vous lui avez demandé où était votre fille? Oui. Il m'a dit, je ne sais pas. Et, calme? Calme. Il a bu un café avec nous. Il nous a fait part de ses projets, qu'il allait changer de travail, qu'il avait plein de projets. Je suis allée coucher le petit, il est allé lui dire bonne nuit. Il m'a dit, voilà, Audrey m'a donné 2-3 affaires, je ramène 2-3 affaires d'Audrey. Il m'a même ramené du linge à laver. La vie de tous les jours, quoi. Oui, la vie de tous les jours. Et voilà. Puis, bon, dans la nuit, nous, on a attendu toute la nuit. Et comme elle n'était pas là, le lendemain matin, on est allé voir l'appartement avec mon mari. Et en arrivant vers l'appartement, on a vu que la voiture de notre fille était dans une petite ruelle. Elle était un peu dissimulée. Vous l'avez vue? Oui. Et mon mari, avant de monter, il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand on est monté à l'appartement, on a sonné, il a ouvert. Et on lui dit, où est Audrey? Il dit, je ne sais pas. Puis, bon, moi, je n'ai pas osé aller plus loin. On est redescendu d'un étage. Et puis, je dis à mon mari, je voudrais bien aller voir dans la chambre. Et quand on a ressonné à nouveau, il a ouvert. Et mon mari est allé voir dans la chambre. Il a trouvé notre fille. Et il a fait comme s'il n'était pas au courant. Notre fille était sur le lit, comme s'il la découvrait. Et voilà, je suis rentrée dans la chambre. Et devant le fait accompli, comment il a réagi? Il a pris un couteau et mon mari, il a essayé de se suicider, mais bon, c'était vraiment, on va dire... De l'ordre de la tentative? Oui. On ne peut pas appeler ça une tentative. Cet homme a été condamné à 10 ans de prison, Eliane. Oui. C'est vous aujourd'hui qui avez la garde de son fils? Oui. Quel âge a-t-il? 8 ans. Qu'est-ce qu'il sait de ce qui est arrivé à sa maman? Il sait tout. Disons que depuis le début, je suis suivie par un psychiatre qui me guide pour lui dire
comment lui parler, comment aborder son histoire. Et quand il me pose une question, je lui réponds franchement. Je lui dis la vérité, mais disons que s'il ne m'en parle pas... Donc il a posé des questions et vous avez répondu à ces questions? Oui, oui, oui. Est-ce que votre psy vous aide à vous défaire de votre sentiment de culpabilité? Non. Il essaye quand même. Oui, il essaye. Oui, il essaye. Il a du mérite parce qu'il n'y arrive pas. Mais il continue d'essayer? Oui. Oui, oui. J'espère que ça vous aura fait du bien d'en parler aujourd'hui en tout cas. Oui. D'être écouté et compris par tous ceux qui vous écoutent. Personne ne peut se mettre à votre place, mais tout le monde peut comprendre ce que vous ressentez. Personne ne vous juge sur ce sentiment de culpabilité. Quand cet homme sortira de prison, il aura le droit de voir son fils? Il est sorti. A-t-il le droit de voir son fils? Pour l'instant, il n'a encore pas fait la demande. Parce que nous avons seulement l'autorité parentale. Il n'est pas déchu de ses droits, donc si un jour il fait la demande... Qu'allez-vous faire? Ce que je vais faire, c'est... Bon, si mon petit-fils désire voir son père, je ne m'y opposerai pas. Mais s'il n'a pas envie de le voir, je me battrai. Vous vous y opposerez pas non plus? Vous vous battrez, c'est-à-dire? Je me battrai pour pas qu'il voie son père s'il n'a pas envie de le voir. S'il a envie de le voir, oui. Je passerai au-dessus de mes sentiments. J'espère que votre petit-fils vous donne de l'énergie aussi, votre fille, Ma fille, mon petit-fils et ma petite fille, parce que Lynn a une petite fille qui me donne aussi beaucoup d'énergie. Félicitations. Bien. Encore une autre histoire, l'histoire de José et d'Eva. Ils étaient amants et pour vivre leur amour au grand jour, Eva a tué son mari. Mais d'abord un appel à témoins, c'est peut-être votre histoire. À peine marié, votre couple est en crise. Vous êtes prof et avez une méthode de travail pas comme les autres. Senior, la sexualité est toujours importante pour vous. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 01 53 84 30 08 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Demain, dans toute une histoire, l'histoire de Fabienne et de ses chinchillas avec lesquels elle vit une véritable histoire d'amour. Les chinchillas, pour elle, c'est un nouvel enfant, entre guillemets. On fait des beaux grands-parents quand même. Tous, on est un peu débiles avec son animal, mais votre fille a l'air de dire que vous, un petit peu plus que les autres. Je vous remercie, mais bon, si vous voulez, je vous en prête. Et aussi l'histoire de Lionel, alias Yo-Yo le clown. Mais pour son fils Anthony, assumer cette image de père loufoque n'a pas toujours été simple. Pour moi, c'était vraiment la honte. Hello les amis! Vraiment la honte totale. Et voilà Yo-Yo! Pourquoi ça vous faisait aussi mal? Mais tu te rends pas compte de vivre avec un clown, mais c'est terrible. C'est fatigant en fait, c'est ça le problème. Nous verrons aussi l'histoire d'une aristocrate. Charlotte de Turckheim viendra nous raconter ce monde à part. Moi, je m'appelle en toute simplicité Baronne Anne-Charlotte de Turckheim. D'accord. Voilà. Et à quoi on reconnaît un comportement aristocratique dans les petites choses de la vie? Moi, par exemple, c'est les chaussures. Qui regarde les miennes. Super bien ciré. Je vous propose d'écouter notre nouvelle histoire, c'est celle de José, quand il a retrouvé Eva, qui était son amour de jeunesse. Elle était mariée, ils ont vécu une histoire d'amour clandestine, une belle histoire qui s'est transformée malheureusement en drame, puisque Eva est aujourd'hui en prison. Le 18 mai 2003, Eva a tué son mari à coups de marteau pendant son sommeil. Eva était la maîtresse de José, elle voulait faire sa vie avec lui, mais prisonnière d'un mari jaloux et violent, elle a commis l'irréparable. Je ne l'ai jamais connue violente ni en excès de colère, donc c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre son geste. Pourtant, Eva a été reconnue coupable du meurtre de son mari et condamnée à 15 ans de prison. De la savoir derrière ces barreaux, cela me fait énormément de peine, parce que je pense que même si son acte est impardonnable, c'est vrai qu'elle a commis l'irréparable. Mais une femme comme elle, gentille comme elle, qui a autant de tendresse, de gentillesse, elle ne mérite pas ce qui lui arrive. Pour José, Eva ne sera jamais une meurtrière. En revanche, il n'arrive pas à se sortir de la tête que sans lui, tout cela ne serait pas arrivé. Je me sens coupable de l'avoir aimé, car si j'avais pas existé, peut-être que tout cela ne se serait jamais passé. C'est le reproche essentiel qu'on m'a fait, voilà, c'est d'exister.
José a été soupçonné de complicité de meurtre, puis innocenté, mais il n'a toujours pas d'autorisation de parloir. Depuis 3 ans, c'est par lettre que José et Eva partagent leur amour. J'ai reçu de lettres de toi et cela m'a fait très plaisir, mon petit amour. C'est très dur en ce moment, mon petit amour. Je t'aime de tout mon cœur. Tu comptes beaucoup pour moi et si je te perdais, je ne sais pas ce que je deviendrais. Je l'attends par amour ou par culpabilité, je ne pourrais pas le dire. Je pense que c'est quand même par amour, parce que c'est une femme qui est... c'est une femme merveilleuse, je sais pas, j'aurais du mal à la décrire. Je crois que je l'attends surtout parce que je l'aime. Je vous demande d'accueillir José, s'il vous plaît. Bienvenue parmi nous. En écoutant les témoignages de nos autres invités qui parlaient de ce dont ils ont été victimes, à savoir d'un criminel passionnel, est-ce que ça vous fait changer de regard sur votre maîtresse? Non. Non, non, parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai jamais connue violente. Et encore à ce jour, j'ai du mal à m'imaginer qu'elle ait pu commettre un tel acte. Vous la connaissiez depuis longtemps? Je l'ai connue donc pendant ma jeunesse et on avait repris contact il y avait quelque temps. Et bon, vous étiez mariés tous les deux, chacun de son côté? On était mariés tous les deux, chacun de son côté. Chacun avait fait sa vie. Et bon, moi, n'étant pas heureux dans mon couple et elle étant malheureuse dans le sien, bon, c'est vrai que ça a peut-être aidé les choses, mais... Vous comprenez toujours pas, je vous vois en train de vous repasser le film. Oui, non, voilà, j'ai du mal à l'imaginer faire un tel acte. C'est vrai que pour moi, ça reste un geste incompréhensible. Et pourquoi qu'elle en est arrivée là? Bon, pourquoi elle l'a tué, selon vous? Moi, j'étais en train de prendre de la distance. C'est vrai que je me disais, bon, si tu es prisonnière de ton mari, et bon, moi, je ne vais pas non plus t'attendre, donc je vivais ma vie. Et... Je crois que vous étiez marié, alors, José? Non, j'avais déjà divorcé à cette époque-là. Donc moi, je vivais ma vie, et effectivement... Comment elle l'a tué? À coups de marteau, a priori. C'est ce qu'on m'a répété, c'est ce qui a été dit au jugement. C'est violent. Est-ce que ça va changer le regard que vous portez sur elle? Ah, pas du tout, parce que, encore une fois, moi, je l'ai jamais vue violente. Avec moi, ça a toujours été une femme pleine de tendresse, de gentillesse, toujours avenante, toujours prévoyante, qui parfois, et c'est ça qui me plaisait énormément, elle arrivait à devancer mes désirs. C'était des choses, il y avait une attention particulière. À croire qu'elle devinait ce que j'allais avoir envie de faire. Donc c'est vrai que bon, moi, je ne l'ai jamais vue comme ça. Vous en avez parlé avec elle depuis? Non, puisque à ce jour, je n'ai toujours pas le permis de visite. Pas de droit de parloir? Pas de droit de parloir. Pourquoi? Donc au début, on m'a dit, comme j'étais quand même un témoin, puisque j'ai été soupçonné, donc comme j'étais quand même un témoin primordial, important dans cette affaire, donc il fallait surtout pas que je puisse la voir. Je pouvais juste lui écrire. Et depuis qu'elle a été jugée et condamnée, je ne comprends pas qu'on me refuse le parloir. Donc, à quoi a-t-elle été condamnée? Elle a été condamnée à 15 ans. Elle a été condamnée à 15 ans. Vous lui écrivez depuis? Elle vous écrit aussi? On s'écrit, on continue à s'écrire. Mais elle vous a expliqué pourquoi elle avait fait ça? Non. Elle n'arrive pas à en parler? Au procès, elle a pu s'expliquer? Vous n'y étiez pas? Au procès, j'y étais et moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, ma façon, où j'ai ressenti ce qu'elle a dit, c'est qu'elle en a eu un ras-le-bol, qu'elle ne pouvait plus supporter ce qu'elle vivait tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle vivait tous les jours? C'était de la répression, il était toujours sur elle, il l'empêchait de vivre sa vie, il était extrêmement difficile. C'était une femme qui, pour s'éloigner un peu de son mari, avait préféré travailler de nuit. Il n'y a pas moyen de partir sans le tuer? Oui, mais je lui ai dit plein de fois qu'on aurait pu partir et se reconstruire, faire une vie ailleurs. Est-ce que vous l'aimez exactement comme au premier jour? Ah, tout à fait.
tout à fait. Je dirais même peut-être encore plus parce qu'elle souffre aujourd'hui et que moi, contrairement aux gens qui sont, enfin les témoignages qu'il y a eu précédemment, moi, elle m'aurait dit que c'était pas possible. J'aurais accepté qu'elle reste avec son mari, j'aurais continué, mais je lui ai dit plein de fois, je lui ai dit, mais moi, je t'aime et je te donnerai de l'amour à distance, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je veux dire, vis ta vie, essaye d'être heureuse. Moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle soit heureuse, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un... Pourquoi elle a tué cet homme? C'est quand même incroyable. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle n'est pas partie, tout simplement. Je ne sais pas non plus. Je sais pas non plus, et justement, depuis 7 mois que j'attends un parloir et qui ne vient pas. En plus, mais c'est d'une violence inouïe, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'échelle de violence dans les crimes passionnels, mais enfin, c'est pas comme un coup de pistolet, quoi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lent, répété, brutal. Je veux dire. C'est pour ça que malgré que la préméditation soit retenue contre elle, moi je reste persuadé qu'il y a dû y avoir quelque chose. Elle a dû péter un câble, il y a eu quelque chose en excès qui a fait qu'elle est passée à l'acte, alors que c'est une personne, quand on la connaît, on ne peut pas s'imaginer ça. C'est vraiment... 15 ans, vous allez l'attendre? Oui, un peu moins que la remise de peine? Oui, mais je pense qu'elle le mérite. Elle le mérite amplement. Enfin, en tout cas, moi, le peu de temps que j'ai vécu avec, les relations qu'on a eues, je pense qu'elle le mérite. Et vous la connaissez depuis longtemps. Je remercie Michel Agrapard-Delmas d'être venu nous apporter ces lumières de l'expertise criminelle. De l'expertise criminelle au profilage, donc un psychocriminologue, une en l'occurrence, qui est sur la piste des grands meurtriers. C'est aux éditions Fabre. Je vous remercie José pour la sincérité de votre témoignage. Bon courage. Merci beaucoup Carole. Et à demain. Merci, bonne journée.